Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Content de vous retrouver ce soir vendredi avec bien sûr Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère qu'on est en forme avant les fêtes et le changement d'année. Oui, alors effectivement, c'est vendredi, c'est les vacances aujourd'hui pour un peu tout le monde. Et du coup, bonnes vacances à tous, en espérant que vous les passez en bonne santé et que vous passez une bonne fin d'année. Voilà. Les amis, comme d'habitude, je vous invite à partager un maximum le live. Sur, YouTube, sur, TikTok et sur Twitter. N'hésitez pas à partager un maximum. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous avez le petit lien en bas, le petit bandeau pour, faire un petit geste, soutenir la chaîne et comme d'habitude, vous avez bien sûr la possibilité d'interagir avec monsieur Cohen en, lui posant éventuellement une question. Donc n'hésitez pas. Alors, monsieur Cohen, on va discuter ce soir sur, en première partie sur, Oui, en Australie, l'attentat, hein, oui. considéré comme un attentat, je sais pas. Je sais mais en tout cas, Il a tout l'air de, comment dire, comment on appelle ça, l'attentat sous faux drapeau, c'est-à-dire c'est un attentat organisé, manipulé. Il a tout, il présente tous les aspects. Évidemment, on saura jamais la vérité. Voilà, bon, ça, c'est certain. Même dans 50 ans, en général, ce genre d'archives, on ne les ouvre jamais. Mais il a tous les aspects, toutes les qualités de l'attentat manipulé par, évidemment, le régime sioniste qui avait intérêt, un très grand intérêt, à le voir se commettre. Parce que la situation pour Israël devenait insupportable, les critiques de toutes parts, les 5 pays qui refusent de participer à l'Eurovision, des appels au boycott. Et donc, évidemment, il fallait quelque chose qui ébranle la bonne conscience des Occidentaux. Et c'est en plus le premier jour de Hanouka, la fête, la plage, un rabbin qui est assassiné et tout. Et donc, bien sûr, et le résultat ne s'est pas fait attendre. Enfin, moi qui suis un petit peu les sites sionistes, c'est la folie. Enfin, je veux dire, c'était organisé, ils se sont préparés à lancer une campagne d'intimidation, de harcèlement. Comment vous osez, par exemple, je prends juste un exemple, comment il s'appelle, le fils de. Oh, bon, vous savez, ses parents sont des grands chasseurs de nazis, là. Klarsfeld, voilà. Arnaud Klarsfeld. Il est intervenu sur une chaîne française en disant, ben vous voyez, voilà, vous parlez de génocide, et ben voilà, on a le résultat. Et donc, moi, j'ai mis comme commentaire, attention, il fallait remplacer génocide par une action militaire israélienne pour le maintien de la paix. Voilà, ça, c'est à la limite, les sionistes pourraient l'accepter. Mais parler de génocide, enfin, quand même, je veux dire, non, non, 7 octobre était un pogrom. Et alors que 60 000 à 100 000 Palestiniens, dont 80% de civils et d'enfants, euh, ça, c'est rien du tout. Enfin, voyons. Et donc, là, une campagne incroyable. Enfin, bon, j'ai pas le temps de. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'il y a des sites américains très, très connus, euh, que je vous invite d'ailleurs à suivre. Mais enfin, bon, si vous pouvez, qui ont parlé d'une action sous faux drapeau. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, pourquoi j'ai tenu au-delà du fait de, du fait en lui-même, je voudrais vous dire à quel point les sionistes authentiques sont non seulement capables,
mais ils sont habituels de ce genre de manipulation et de crimes, même contre leur propre peuple. Il faut savoir une chose, les sionistes historiques, c'est-à-dire ceux qui sont venus dans les années 1910, 1920 et 30, qui sont venus de Russie et d'Ukraine principalement, qui étaient des révolutionnaires authentiques, c'est-à-dire qui auraient très bien pu s'intégrer à la révolution bolchevique. Voilà. Et ben, eux, ils ont choisi ces 40 000, 50 000 que j'ai qualifiés un jour de petite armée rouge à la Trotsky, mais avec une idéologie sioniste. Et en fait, ils détestaient au départ, ils haïssaient les juifs. Voilà. Ils n'avaient rien, d'abord, eux n'avaient rien de juif. Je vous rappelle que quand ils sont venus au Maroc, à Meknès, ils ont loué une maison au Mella avant l'indépendance du Maroc. Et je vous assure que les habitants, enfin je me souviens, je visualise même la maison qu'ils ont louée dans le Nouveau Mella, et ils faisaient peur à la population juive, et les rabbins, les dirigeants, etc., ils nous disaient faites attention à ces mécréants. Et donc, ils suscitaient la peur, la crainte et le rejet, parce qu'ils n'avaient rien de juif. C'est-à-dire, ils n'avaient d'abord aucune pratique, et ils avaient l'arrogance, le mépris de l'arien, si vous voulez. Et ces sionistes d'origine, ils n'hésitaient pas à tuer des juifs pour leur cause. D'abord, il ne faut pas oublier qu'ils ont négocié avec les nazis pour obtenir des avantages. Donc, et ils ont, par exemple, je vous rappelle que le 7 octobre, il y a eu à peu près 1200 ou 1300 Israéliens qui ont été tués, dont la moitié l'ont été par des soldats israéliens. Vous avez vu ce cimetière des voitures brûlées, ces destructions de maisons. Le Hamas, avec des fusils, il n'aurait jamais pu faire ça. On le sait d'ailleurs, il y a des témoignages. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Pourquoi ils ont tué 700 Israéliens? À peu près. Pourquoi? Pour qu'ils ne tombent pas aux mains du Hamas, pour qu'ils ne soient pas prisonniers. Il y a une doctrine, la doctrine Hannibal, qui spécifie qu'on doit chercher à tuer ses compatriotes juifs israéliens pour qu'ils ne tombent pas aux mains du Hamas et qu'on soit obligé de payer un prix fort pour les échanger. Donc, ils n'en ont rien à fiche. Et je vais vous donner un autre exemple qui est très peu connu. Vous savez que le Mossad et l'agence juive au Maroc, après 1956, à l'époque, le roi Mohamed V avait interdit le départ des Juifs du Maroc. C'est-à-dire, un Juif pouvait obtenir son passeport et voyager à l'étranger, s'il voulait. Ça, il n'y a pas de problème. Mohamed V a interdit l'émigration massive des Juifs vers Israël, entreprise par le Mossad et l'agent juif. Ça, c'était interdit. C'est Hassan II qui va autoriser cette émigration en 1961. Et le Mossad faisait, moi je me souviens, j'étais gosse, je me souviens qu'un oncle à moi était parti à 2 heures du matin. À l'époque, c'était interdit. Ils avaient fait monter la famille de mon oncle dans un camion à Bâché à 2 heures du matin, et ce camion a pris la route, on ne sait pas où. En général, il le faisait passer par l'Algérie ou bien par le détroit de Gibraltar. Et donc, pour le Mossad, il était gêné par cette interdiction. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé un naufrage d'un bateau transportant 42 juifs marocains. Ce bateau s'appelait l'Égose.
Et c'était en janvier ou février 1961. Moi, j'ai vécu 2 ans à Tanger et demandez à ceux qui ont vécu à Tanger, qui connaissent Tanger, en hiver, lorsqu'il y a un vent d'Est, tout le monde le sait qui vit à Tanger, lorsqu'il y a un vent d'Est, le détroit est infranchissable. C'est terrible. Il y a des tempêtes de vent, enfin, des vagues, c'est incroyable. Eh bien, ils ont fait voyager un vieux chalutier qui était sur le point d'être mis au, comment dire, être jeté ou disqualifié parce qu'il était vieux. Ils l'ont ramené pour cette expédition-là avec 42 juifs marocains, des innocents, des familles entières qui sont montés à bord et qui avaient ce soir-là, il y avait une tempête et le Mossad n'avait pas changé la date. Il fallait que ce bateau coule. Et il y a eu 42 morts. Et il y a eu, et comme pour ce qui s'est passé avec l'attentat d'Australie, une campagne de presse mondiale a été lancée, enfin en tout cas en Occident. Je me souviens des photos de Paris Match. Vous pouvez me croire, Paris Match avait montré des photos de juifs marocains terribles, enfin à qui on interdisait de partir, etc. Et cette campagne a eu des fruits, puisque Hassan II, qui voulait établir de bonnes relations avec l'Occident, a ouvert les vannes et a dit au Mossad et à l'agent juif, vous pouvez prendre les juifs comme vous voulez, même sans passeport, sans carte d'identité, sans rien. Et en un an, il y a presque 100 000 juifs qui sont partis. Donc voilà, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que ces sionistes, ils ont, c'est vraiment, ils ont une obsession de leur idéal et ils sont prêts à tout, même contre les juifs. Et au départ, ils ont toujours méprisé les juifs parce qu'ils estimaient que ces juifs étaient, comment dire, la pourriture de la terre. C'est-à-dire, ils étaient toujours dans les études, ils faisaient du commerce, alors qu'eux, ils voulaient transformer le peuple juif en peuple de soldats, de paysans et d'ouvriers. Voilà. Et donc, en fait, c'est dans la lignée, c'est-à-dire que le régime sioniste est toujours prêt à sacrifier ses propres coreligionnaires, si on peut parler de coreligionnaires, et pour leur profit. Et donc, il n'est pas, enfin, pour moi, même si on n'aura jamais les preuves, d'une façon ou d'une autre, ils ont manipulé pour qu'il y ait cet attentat, et donc d'ailleurs, le régime sioniste est en train de tirer un profit colossal, énorme. Parce que si vous jetez un coup d'œil sur les magazines comme Le Point, l'Express, etc., ils disent oui, enfin, il faut éviter, voilà, il ne faut pas critiquer Israël, voilà. Il faut le laisser faire ce qu'il veut, parce que dès qu'on critique, il y a quelques juifs qui meurent, mais on ne sait pas par qui. Voilà. Donc, et malheureusement, comme les sionistes possèdent une armée de propagandistes hors pair, vraiment hors pair, là, moi je leur tire mon chapeau. La semaine dernière, on avait parlé de l'efficacité de leur méthode, etc. Là, on la voit, voilà. C'est-à-dire bien préparé, les relais fantastiques partout. Et voilà comment on est en train de renverser une situation périlleuse. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, mais quand même, c'est une tentative qui, à mon avis, va avoir, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les déclarations des responsables politiques en Europe et aux États-Unis. Il faut protéger les juifs, il faut faire attention à l'antisémitisme, etc. Et voilà, donc on prépare le terrain
à l'interdiction de toute critique d'Israël. Voilà ce que je voulais dire sur l'attentat qui est arrivé en Australie. Alors merci Monsieur Cohen. Alors vous nous parlez donc d'un attentat sous faux drapeau. Mais Oui, comment expliquez-vous que les médias, bon, je pense que vous avez la réponse, que vous allez nous expliquer un peu, mais comment expliquez-vous que les médias mainstream en général nous ont parlé suite à cet attentat d'une haine antisémite planétaire? mais parce que, bon, les médias occidentaux, on le sait, ont été formatés depuis la création des Sayanim. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'à partir de 1959, le Mossad a installé des Sayanim, des centaines de Sayanim dans tous les médias. Et c'est pour ça que ces médias ont été formatés pour répéter, pour répercuter le point de vue israélien, le point de vue sioniste. Voilà. Et donc, ils ont tous les enfin la plupart des journalistes ont été formés sur ce schéma-là, et donc ils sont prêts à répercuter, à reprendre le narratif sioniste. C'est ça faut comprendre. On n'a jamais fait le ménage en France des médias, et on ne le fera pas parce que ils ont dès 1959, les Sayanim, ils ont entrepris de maîtriser, de contrôler les médias de manière à ne laisser aucun journaliste, aucune critique véritable. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai écrit Confession d'un Sayan, qui est paru aux éditions Contre-Culture, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que, vous savez, je suis un grand lecteur de Libération, enfin je l'étais, jusque dans les années 90, début des années 2000. Et en fait, je me demandais pourquoi Libération, qui est un journal de gauche, enfin qui passe pour un journal de gauche, il critique toujours l'occupation israélienne, d'accord? Bon, ça oui, mais jamais, par exemple, la détention administrative, jamais l'apartheid scolaire, d'accord? C'est-à-dire des problèmes le racisme inhérent à l'idéologie sioniste. Et donc j'ai imaginé vous savez, j'écris toujours des fictions. J'ai voulu comprendre le phénomène. Et donc j'ai imaginé un journaliste de Libération qui devient un Sayan. Bon, je ne vais pas raconter ici comment il le devient, mais il le devient. Et on lui explique, on lui donne, comme il devient un Sayan, on lui donne la responsabilité de la page rebond. Vous savez, ces dernières pages où les gens s'expriment. Et on lui dit, ta tâche, c'est tu peux laisser passer la critique classique de l'occupation parce que les gens, on les abreuve de ça, mais jamais tu ne laisseras passer l'opinion qui remette en cause la légitimité du sionisme. Par exemple, on peut pas, vous ne trouverez jamais un papier dans Libération disant que le sionisme, il ne peut pas être pour la paix, il ne peut pas faire la paix. Voilà. Bon, je vais pas reprendre la démonstration. Mais le sionisme est une idéologie de guerre, de conquête permanente. Voilà. Donc j'ai imaginé que qu'on dise à ce Sayan, il faut toujours surveiller pour qu'on ne remette jamais en cause le véritable problème d'Israël. Le véritable problème d'Israël, c'est quoi? Pourquoi personne n'ose dire la création d'Israël est une création d'abord illégitime et illégale, mais a priori, enfin, en fait, elle aurait pu se résorber en 1967, par exemple, en faisant des concessions réciproques et en établissant la paix. Voilà. Mais
le sionisme est une idéologie qui ne peut pas faire la paix. Et c'est ça qu'on empêche. Vous n'entendrez jamais dans un média français une idée pareille. Voilà. Et donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que dès 1959, il n'y a qu'à écouter, enfin, France Culture, par exemple, à une époque, j'écoutais Alexandre Adler, mais c'est hallucinant. Enfin bon, non, mais voilà des exemples de judéo-sionistes qui ont pénétré dans les médias, qui ont travaillé, qui avaient des responsabilités et qui ont fait en sorte que ces médias soient imbibés d'idéologie pro-sioniste. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, aucun média ne peut vraiment aller loin dans la critique du sionisme. Alors justement, alors TikTok interdit le fait que vous buviez de l'eau. Bref, c'est pas grave. J'ai eu une restriction par rapport à ça, mais la prochaine fois, j'anticiperai. Il y a une citation d'un philosophe français, Vladimir Jankélévitch, que vous connaissez Oui, certainement. de nom, oui, oui, bien sûr. Il dit: «L'antisionisme est une incroyable aubaine. Il est l'antisémitisme à la portée de tous. Il est la permission d'être démocratiquement antisémite.» Oui, mais c'est ça la force. Moi, encore une fois, moi, je retire mon chapeau. Voilà. Là, du point de vue de la propagande, comment on arrive de l'antisionisme à l'antisémitisme? Aujourd'hui, la plupart des gouvernements acceptent cette comparaison. Or, elle est complètement absurde. Je peux vous citer, vous savez, il y a un sioniste qui a une rue à Tel Aviv. Par exemple, voilà, à Hadam. C'est une personnalité du mouvement sioniste qui, dans les années 20, il a une rue principale à Tel Aviv. Voilà. Dans les années 20, il était opposé au sionisme politique. Il disait: je suis pour un sionisme culturel. Voilà. Mais pas de création d'État. Einstein était contre l'État juif. Hannah Arendt était contre un État juif. Et ainsi de suite. Il y a eu, vous savez, toutes les tendances religieuses du monde entier étaient antisionistes jusqu'en 1948. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils ont trouvé cette astuce qui est extraordinaire. Enfin bon, d'abord, qui est infondée. En quoi être antisioniste est antisémite? Mais ça n'a rien à voir. Mais ils arrivent à force parce qu'ils sont malins, ils matraquent. Vous savez la propagande sioniste, comment elle marche? Vous savez, vous tenez un clou et vous tapez dessus 1000 fois, voilà, jusqu'à ce qu'il rentre dans tous les crânes. Voilà. Et l'idée, c'est ça. Et donc, et puis comme ils sont nombreux, les Sayanim sont nombreux, ils la répètent tout le temps. Et ils la font répéter. J'ai fait une vidéo sur la définition de l'antisémitisme par l'IHRA. Et donc, et qui a été adoptée par plusieurs pays et plusieurs universités et des villes. Et en fait, cette définition inclut l'antisionisme. Mais c'est ça leur force. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Mais c'est complètement ridicule. C'est infondé. Il n'y a rien à voir entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Seulement maintenant, ils foutent la trouille à ceux qui critiquent Israël parce qu'ils disent: ah, vous êtes antisémite. Et là, c'est, comment on dit déjà, on sort le joker, quoi. C'est-à-dire, bon, là, maintenant, tu fermes ta gueule, quoi. Voilà, tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit parce que antisémite, ça y est, c'est l'insulte suprême. Ouais. Alors, en France, il y a eu un sondage qui a été fait en 2024 là, concernant justement ce que pensent les Français de la communauté juive. Donc, Oui, 52% des Français pensent que les Juifs sont plus attachés à Israël qu'à la France. 49%
pensent que les juifs ont des lobbies très puissants intervenant en haut lieu et Oui. 46 estiment que les juifs sont plus riches que la moyenne des Français. Bon, c'est intéressant comme sondage. C'est-à-dire, ça veut dire qu'ils sont plus lucides que les médias et les politiques qui les manipulent. Voilà. 1 sur 2 à peu près, hein, en Voilà. moyenne. Alors que les médias et les politiques sont à 95 pro-israéliens. Et donc, ça veut dire que, bon, ben, ça arrive souvent que, enfin souvent, en tout cas, le peuple, il ne marche pas, mais il ne marche pas dans la combine, mais il ne peut pas faire autrement, puisque de toutes les façons, vous savez, bon, le pouvoir, hein, tout le monde, enfin 90% des gens sont anti-Macron, mais ils sont obligés de le subir. Et donc, ils savent très bien quelle est la puissance du lobby, mais ils ne peuvent rien y faire. Voilà. Et effectivement, euh, enfin, bon, cette vision, elle est assez proche de la réalité, mais malheureusement, ça ne change pas grand-chose au niveau du pouvoir. Parce que le pouvoir, il est entre les mains de ceux que vous savez, et il est très très bien verrouillé, et les politiques n'ont pas intérêt vous savez, par exemple, Raymond Barre, je ne sais pas si, bon, la plupart des jeunes ne savent pas qui c'est. C'était un premier ministre de Giscard d'Estaing, donc dans les années 70. Et quand il était Premier ministre, il y a eu un attentat dans une synagogue libérale. Et il avait dit une chose, enfin je ne sais pas si c'était lié avec l'attentat, mais en tout cas il avait dit, il avait, enfin je ne me souviens pas des termes exacts, mais il avait condamné l'influence néfaste du lobby juif, quelque chose comme ça, voilà. Mais il faut voir comment dire, le rouleau compresseur qui est tombé dessus. Ou bien, par exemple, comment il s'appelle, Alexandre, non, comment il s'appelle le ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, bon, Ah, Dumas. voilà, Dumas. Mmh. Et il avait, un jour, il avait dit quelque chose sur le lobby juif, je ne me souviens pas des termes, je vous assure. Et il n'était plus en exercice, hein, Oui, oui. il avait, eh bien, il avait dit un jour, j'ai même pas pu aller à la cellule du RPR à laquelle il appartenait, du parti politique, tellement ils l'ont squeezé. Et donc, en fait, ils ont la trouille, les hommes politiques. Vous savez, tous les hommes politiques qui disent des choses sur Israël, mais c'est parce qu'ils ont une trouille bleue. Ils ont la trouille. Ils savent qu'ils tremblent de peur et donc ils sont obligés voilà, de se plier. On leur dit, viens allumer la Hanouka. Oui, chef. Et ils y vont parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que s'ils sont dans la ligne de mire du lobby, ils sont perdus. Et donc, voilà, ils sont obligés de s'incliner. Ouais, puis après, sans parler des politiques, mais on peut parler aussi des personnalités comme Dieudonné ou Alain Soral Bien qui, sûr, eux, ont bien été sûr. Mais regardez ce qui est persécutés. arrivé. Regardez ce qui est arrivé à Blanche Gardin. Oui, récemment, oui, bien sûr. Humoriste, comédienne, tout. Eh bien, depuis un an et demi, elle ne travaille plus à cause d'un sketch. Voilà le pouvoir. Alors, évidemment, c'est pour ça que moi, enfin, un jour, j'ai dit, je n'en veux pas à tous ceux qui ont un métier de ne pas prendre de risques. Voilà. Parce qu'on est dans un système où tu peux, enfin, on peut vraiment te mettre en dehors du circuit. Comment Enfin, comment vous le qualifiez, avec des termes un peu plus, précis, monsieur Cohen, ce système? Ce système dont vous parlez? c'est un système, c'est ça le système des Sayanim. Vous avez des Sayanim dans les médias, dans les cinémas. Vous savez, par exemple, qui était président de la commission qui attribue les finances aux films? Vous savez qu'il y a une commission qui donne le financement. Tous les films en France reçoivent 90% du budget. Il y a une commission de, comment on appelle, le centre du cinéma. Il y a la commission qui distribue l'argent, les subventions, les avances sur recettes, voilà.
Ils reçoivent 90%. Si vous n'avez pas cet argent, ce n'est pas la peine. Pendant 20 ans, elle a été dirigée par qui? Par Bernard-Henri Lévy. Voilà. Donc, vous voyez bien, quand Dieudonné a voulu faire un film sur l'esclavage, bien avant son sketch, en 2000, il a déposé un dossier. Or, on lui a refusé. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas de compétition victimaire. C'est-à-dire, on veut que la Shoah reste le génocide ultime. Voilà, il n'y a rien d'autre. Voilà, il n'y avait rien eu avant, il n'y aura rien après. Voilà. Et donc, pour éviter une compétition victimaire, une concurrence victimaire, on a deviné dans quel sens il allait faire ce film. Donc, on ne lui a pas donné. Et donc, Bernard-Henri Lévy n'est plus président, mais il a dû laisser quelqu'un qui fait le boulot. Donc, en fait, regardez, par exemple, ils ont des Sayanim dans les maisons de production. Par exemple, quand Dieudonné a fait son sketch un samedi, vous savez, son fameux sketch, le mercredi d'après, il avait un spectacle à Lyon, dans une très grande salle. Eh bien, le spectacle était annulé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques coups de fil entre des gens, je ne les connais pas, les connexions, mais quelques coups de fil entre des gens qui sont à la tête des trucs de production, de la télé, du cinéma, de banques. Eh bien, vous savez, en quelques coups de fil, ben, ça y est, on y arrive. Voilà comment on fait. Oui, oui, et puis après, ils sont même allés plus loin, étant donné qu'il faisait Dieudonné, par exemple, faisait des spectacles dans son minibus, dans son bus là. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien Ils sûr. sont allés Non, mais vraiment beaucoup plus loin. je veux dire que quand quelqu'un il est dans leur ligne de mire, ils veulent vraiment le tuer, comment dire, politiquement ou artistiquement, ils ont tous les moyens de le faire. Parce que, vous savez, par exemple, euh, la quenelle, le CRIF a décidé que la quenelle était un geste de salut nazi inversé. Voilà. Il a décidé. Très bien. Eh bien, le gouvernement a obéi. Le ministère de la Justice, il n'y a pas de loi qui interdit la quenelle. Il n'y a rien. Il n'y a aucun texte qui interdit la quenelle. Mais, Sauf que le comme CRIF a décidé. CRIF a décidé que c'était un geste, un salut nazi inversé, et donc le ministère de la Justice a envoyé un mémo, enfin comme ça, voilà, un papier, pour dire au procureur que la quenelle n'était pas bien. Voilà. Eh bien, il y a des gens, par exemple, il y avait dans une boîte de nuit à Lyon, il y a quatre serveurs qui s'amusaient, enfin, comme ça, ils ont fait une quenelle. Et bien, le lendemain, la boîte de nuit a été obligée de les licencier. Donc, c'est ça, il y a un système de terrorisme qui terrorise les gens sur des choses, par exemple, qui déplaisent au lobby. Rappelez-nous vite fait, monsieur Cohen, Oui. le CRIF, c'est quoi exactement comme organisation? Et quelle influence elle a? Bon, le CRIF, c'est une organisation qui réunit, une espèce d'organisme qui réunit toutes les organisations de la communauté. Voilà. La communauté juive. La communauté juive, bien sûr. Voilà. Et c'est un peu, c'est souvent, enfin, quelquefois, quand je dis les Maghrébins devraient faire pareil, c'est-à-dire devraient créer une organisation unique, uniquement capable de gérer les questions de l'islam en France et de la Palestine, c'est tout. Mais laissant la liberté à tous d'être religieux, athées, communistes, machin, berbères, arabophones, ce que vous voulez. Voilà. Mais voilà, le CRIF a réussi à le faire, mais malheureusement, les Maghrébins ne sont pas capables de le faire. Voilà. Alors monsieur Cohen, pour conclure sur ce sujet, après on va Oui, passer sur la question de la déclaration, oui, d'indépendance, du MAC là, qui a été faite samedi et dimanche dernier. Hem, Étant donné que selon les médias mainstream il y ait une haine, planétaire, antisémite, on est pas on peut s'attendre à en voir d'autres, des attentats comme ça. peut-être, je sais pas. Enfin,
d'abord, en général, malgré cette haine, Alors, soi-disant, monsieur Cohen, excusez-moi, avec juste laquelle oui, pour oui. continuer la question, aux États-Unis, par exemple, en 2020, 2000, je crois, je sais pas si c'est 2024 ou 2025, 9 000 et quelques, à peu près, actes, antisémites. En Australie, cette année-là, avant l'attentat, 2000, plus de 2 500 actes, à peu près antisémites. Alors, je vous conseille, vous allez taper sur YouTube defamation, defa défa défa dé dé défama défamation, defamation. C'est un Israélien qui a fait un Israélien, d'accord? Qu'on soit bien d'accord, qui a fait ce documentaire et sur les jeunes Israéliens qui vont en Pologne et qui sont élevés dans la crainte de l'antisémitisme. On leur inculque la paranoïa, on leur inocule la paranoïa. Et dans ce documentaire, il parle de statistiques de l'Anti-Defamation League, c'est-à-dire la Ligue anti-diffamation, c'est une organisation juive qui combat l'antisémitisme. L'ADL, elle est très connue. Et en fait, les actes d'antisémitisme qu'ils recensent, ce sont eux qui disent il y a, par exemple, cette semaine, il y a eu 50 actes antisémites. Mais ça peut être, il y a un juif qui a senti un regard, un mauvais regard, ou on ne l'a pas salué. Enfin, mais c'est du n'importe quoi. Je vous conseille d'aller voir ce documentaire, il est très éclairant. Donc, évidemment, ce sont eux qui disent il y a eu cette semaine 2000 actes antisémites. Mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent. D'accord, Il y a très bien. combien de fois, je ne me souviens pas enfin, qui leur demandait en France, leur demandait des comptes, publier les actes antisémites qui sont répertoriés. On veut savoir, mais on le sait pas d'ailleurs. Merci monsieur Cohen. Alors pour celles et ceux qui veulent poser une question sur cette question qu'on vient de traiter, hein, pourquoi tant d'antisémitisme? N'hésitez pas à prendre la parole sur Twitter. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole tout de suite, n'hésitez pas. Sur les autres plateformes aussi. Sinon, on va transiter, vers le sujet donc, de la déclaration, de dimanche dernier de l'indépendance de la Kabylie, hein, Oui. par monsieur Méhani, Ferhat Méhani, qui a beaucoup de liens d'ailleurs avec, la communauté, juive, hein. Écoutez, moi, en 2006, j'ai assisté à une réunion du Bnei Brit, la loge Ben Gurion, mais à l'époque, je n'étais pas connu, donc j'ai pu m'infiltrer comme ça, où il y avait, alors je ne sais pas, il y avait 6 ou 7 Kabyles sur l'estrade, où on leur a dit on va vous apporter le soutien, etc. Donc en fait, comment dire, c'est vieux. euh, et c'est ça aussi, quand la semaine dernière, quand je vous ai dit le sens, enfin, euh, les méthodes des sionistes, ils sont, voilà, ils prennent de loin, ça fait depuis 20 ans, ils travaillent sur la Kabylie avec les Kabyles, etc. Pour la semaine dernière, j'avais parlé d'un caillou dans la chaussure. C'est quoi l'image? C'est-à-dire, bien sûr, ils ne vont pas du jour au lendemain inscrire ça à l'ONU. Mais j'ai retrouvé, par exemple, regardez le hasard, j'ai retrouvé une déclaration Bernard Lugan. Bon, vous connaissez le grand spécialiste de l'Afrique que les sites d'extrême droite adorent. Voilà. Bon. Eh bien, il y a un an, c'est une vidéo qui date d'un an, parce que c'est écrit il y a un an, et qui avait dit que l'Algérie a un gros problème, aura un gros problème avec la Kabylie. Donc, à mon avis, le lobby judéo-sioniste prépare le terrain depuis une vingtaine d'années. C'est ça le vrai, le travail, comment il se fait petit à petit, en profondeur, en recrutant des gens,
en leur facilitant des rencontres et tout, en recrutant Bernard Lugan comme c'est un colonialiste, et ben bien sûr, il répond favorablement à ses amis impérialistes. Si on lui dit ben, il faut faire une déclaration sur la Kabylie, il l'a fait. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un que j'apprécie pour certaines choses, et je dis qu'il s'appelle Rougeron, que j'apprécie pour certaines de ses analyses, mais pas quand il s'agit d'Israël et de l'Algérie. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est resté, comment dire, fasciné par l'État d'Israël, et il a fasciné par le Maroc. Il a cette espèce de vision, peut-être pas occidentale, mais disons peut-être anti-arabe, je ne peux pas définir vraiment. Et ben, dans une vidéo il y a quelques jours, il avait parlé pendant plusieurs minutes de ce qui se passe, enfin cet événement, en disant il faut que l'Algérie fasse un référendum. Enfin, mais je veux dire, et on est en train d'installer dans l'opinion publique l'idée qu'il y a un problème en Algérie. Voilà. Et il ne faut pas oublier, et ça, de toute façon, le MAC ne serait rien sans l'appui du lobby judéo-sioniste, des Sayanim. Vous savez, j'ai entendu, je suis quelqu'un un Algérien qui est réfugié politique en France. Bon, je ne vais pas lui faire de la pub. Il a parlé de cette soirée d'indépendance. Et il a dit, c'est extraordinaire comment ils étaient bien organisés. 24 heures avant l'événement, on leur a dit, on ne peut pas vous donner la salle. Voilà. Eh bien, ils ont trouvé une autre salle, magnifique, sur les Champs-Élysées ou pas loin, enfin bon, en 24 heures. Bon, évidemment, lui, il n'a pas dit que c'est à cause des Sayanim, parce que franchement, imaginez un Algérien comme ça, bon, président d'un groupuscule, qui... Non, ça c'est le lobby judéo-sioniste, comme ils ont fait pour Dieudonné, etc. Il y a des coups de fil. Vous imaginez par exemple le président de Publicis, à qui on a demandé peut-être d'intervenir. Vous savez, lui, 2-3 coups de fil, il peut vous obtenir n'importe quelle salle à Paris. Donc, c'est ça la force du MAC, c'est qu'il a le lobby derrière. Voilà. Donc, le lobby pour l'allocation de la salle, pour la présence des médias, pour la venue de personnalités d'Israël et du Maroc. Donc, il a fait en sorte que cet événement soit le plus médiatisé possible. Bon, évidemment, la politique française officielle, c'est de rester en retrait, parce que ouais, c'est un casus belli. Mais petit à petit, ils font rentrer l'idée. Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'ils vont matraquer tout doucement, de temps en temps. Ce responsable du MAC sera interviewé par Le Point, par l'Express, par des chaînes de télévision amies, etc. Donc, on introduit dans l'esprit des gens qu'il y a un problème, que l'Algérie a un problème, comme si, enfin, par exemple, pour reprendre Brougeron, si vraiment c'était quelqu'un, vous savez, le Maroc a aussi ses problèmes. Je lui conseille de regarder ce qui s'est passé au Rif ces dernières années et dans le sud-est. Donc, en fait, il y a eu une répression terrible dans le Rif et tout, contre les Berbères. Et je ne l'ai pas entendu en parler. Donc, en fait, ils ont des relais. Ils sont des relais de toutes sortes, nationalistes, vous savez, nationalistes, d'extrême droite, etc., et qui lancent les idées. Et petit à petit, va s'installer l'idée qu'il y a un problème. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a un danger immédiat pour l'Algérie, pas du tout, mais disons,
ça risque. Vous savez, par exemple, le MAC, il a été reçu par des parlementaires britanniques. Donc, voilà, bon, ça risque, à mon avis, tout Alors cela risque. il a été reçu, c'est le numéro 2, hein, Axel Belabassi là, qui en a parlé la dernière fois. Il a été interviewé par le média, d'extrême droite, Frontières, et il a dit Oui, donc, qu'il avait été reçu par, le Sénat anglais, oui, ou le parlement, bref. Le Sénat français, il avait été reçu par, un élu, du Front national, du RN, Stéphane Ravier. Et qu'il a et bien sûr qu'il avait parlé du soutien, du pays oui, voisin, bon, le Maroc. voilà. Ça fait partie de l'encerclement et du harcèlement du régime algérien. Voilà. C'est-à-dire, il faut piquer toutes les, comment dire, toutes les armes sont bonnes. Voilà. Et ça décrit, c'est pas ça que ça décrédibilise, c'est-à-dire ça crée un sentiment. Vous savez, si ça commence à s'étendre, ça deviendra, disons, pour l'opinion publique, un problème, disons, de droits de l'homme, de minorités, comme le Ouïghour en Chine qu'on essaie d'exploiter, etc. C'est comme ça que l'Occident fonctionne. Ça veut dire qu'ils prennent les minorités dans les pays, par exemple, en URSS, dans le Caucase, par exemple. Moi, je sais que, vous savez, on dit que Trump veut faire la paix avec la Russie, mais en sous-main, il continue. Il a des groupes dans le Caucase qu'il soutient pour harceler la Russie. Donc, et ça, c'est une technique de l'Occident pour harceler les régimes amis, les régimes ennemis. Voilà. Monsieur Cohen, ça reste une revendication politique, qui est très, minoritaire en Kabylie, hein, le MAC, hein. Oui, bien Heu, sûr. en Moi qui Moi, me je rends assez souvent en Algérie et qui passe souvent en Kabylie, j'ai pas de revendication particulière concernant, voilà. Oui, mais la question n'est pas là. La question, c'est comment transformer quelque chose qui n'existait pas en un problème qui existe. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, ça la technique de la désinformation. Voilà. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui comparent la situation kabyle avec le Sahara occidental? Non, ça n'a rien à voir. D'abord, franchement, historiquement parlant, la Kabylie a été une des régions qui a combattu avec un grand patriotisme, un grand sens du sacrifice, combattu pour l'indépendance. Donc, la question ne se pose pas. Ça a toujours été une région, c'est une région qui parle berbère, comme il y en a au Maroc, des régions qui parlent berbère. Et le problème, enfin, on le pose pas, on n'a pas envie de le poser. C'est ça le truc, c'est que quand on pose un problème de cette façon, on se demande pourquoi on ne le fait pas pour le Maroc. Alors qu'il y a eu au Maroc des problèmes au Rif il n'y a pas longtemps. Et il y a toujours eu des problèmes dans les zones les zones du Sud aussi, etc. Et donc, c'est que on recherche à affaiblir un régime qui ne marche pas droit. Voilà, en fait. Voilà, le problème, c'est ça, c'est que bon, ben, Ah, qui l'Algérie pose des ça veut dire quoi problèmes. marcher droit, monsieur Cohen, pour vous? Ben, par exemple, normaliser ses relations, adoucir ses discours, voilà, voilà normaliser, chercher. Donc, obéir, se conformer aux instances de l'Amérique. Voilà. Ouais, monsieur Cohen, depuis le début de l'émission, je vous ai Oui, pas parlé du Maroc une seule fois. À plusieurs reprises, vous aviez parlé, vous, du Maroc et vous avez même, expliqué quelques situations avec Hassan II à l'époque, heu, par rapport à la communauté juive. Parce que souvent on me fait à moi le reproche, d'être un marocophobe et tout ça, alors que je n'ai pas cité une seule fois le mot Maroc, alors que vous l'aviez cité à plusieurs reprises. Et quel est le lien que vous faites entre justement le Maroc et le sujet que l'on a traité, les 2 sujets que l'on a traités ce soir?
le Maroc s'est placé pas après l'indépendance. Mohamed V, le premier souverain qui est revenu d'exil, il n'était pas véritablement tourné, encore que, enfin disons, il avait quand même des positions euh, moins pro-Occident, moins marquées vers l'Occident. Bon, il n'a pas eu le temps, c'était une période troublée, il y a eu la guerre, il y a eu la guerre du Rif en 58, et puis il n'a pas eu le temps vraiment de gouverner, enfin bon, il est resté 5 ans. Mais à partir de 61, ce qui est sûr, c'est que Hassan II, d'abord en libérant, en permettant aux Juifs de partir en Israël dans les conditions que j'ai dites tout à l'heure, et en acceptant, en ouvrant les portes à l'agence juive et au Mossad au Maroc. Et donc, depuis ce temps-là, en assassinant Ben Barka, en menant un combat contre Nasser, contre les révolutionnaires arabes. Et donc, le Maroc s'était placé déjà depuis ce temps, depuis 1961, dans le camp occidental. Voilà. Et, et avec ce qui est arrivé depuis 3-4 ans, la normalisation, etc. Et donc, bon, évidemment, il y a comment dire, le côté algérien n'est pas absent de cette alliance. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on voit que cette alliance lui a profité, puisque il a été récompensé, le Maroc a été récompensé, puisque le Conseil de sécurité a adopté la résolution sur la solution du Sahara occidental dans le cadre d'une autonomie au sein du Maroc, ce qui est une victoire diplomatique incontestable pour le Maroc et probablement la fin du. Enfin, voilà, on se dirige vers la fin du problème. Ça peut prendre quelques années, ce n'est pas la question, mais on sait dans quel sens elle va aller, la solution. Voilà. Et donc, et dans cette configuration, l'affaiblissement de l'Algérie ou le fait, pour utiliser un terme qu'on utilisait contre le régime communiste, contre l'URSS, le containment, ça veut dire le fait de contenir. À l'époque, on utilisait beaucoup ce terme contre l'Union soviétique, c'est-à-dire contenir ce pays dans ses frontières, ne pas lui permettre d'aller au-delà. C'est ce qu'on appelle le containment, c'est-à-dire contenir. Voilà. Et donc, à mon avis, il y a une espèce de politique de containment vis-à-vis de l'Algérie pour l'empêcher de rayonner. Par exemple, les problèmes avec la France proviennent aussi de cette, comment dire, de cette philosophie, de cette direction. C'est évident. Voilà, quand on voit qui a lancé la polémique, etc., on voit bien que c'était fait dans ce but-là. Voilà. Et donc, pour le Maroc, c'est tout bénef, c'est-à-dire, enfin, pour le Maroc en tant qu'acteur géopolitique qui est en conflit avec un voisin pour se partager comment dire, la domination ou la suprématie sur cette région. Comme ces deux pays n'arrivent pas à s'entendre en se partageant, en se disant on va partager le pouvoir sur cette région, etc., et bien donc chaque pays cherche une façon de dominer l'autre ou d'empêcher l'autre de gagner en influence. Voilà. Et donc ils sont en perpétuel conflit, en perpétuelle compétition. Et donc ce qu'a fait le Maroc de ces dernières années, dans son alliance avec l'Amérique, avec Israël, va dans ce sens-là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'intervenant, Ah, Wally?
Alors, La- la- justement, Monsieur Cohen, là, pour clôturer, j'ai un intervenant, du moins une. Euh, et après, je voudrais quand même que vous disiez un petit mot sur la situation des agriculteurs. Alors, bonsoir, Lily. Monsieur Cohen, bonsoir. Bonsoir. Alors, Wadi, ça insulte les chouhadas. Attends, Lily, oh, tu viens pour poser sur le sujet ou tu viens pour parler des commentaires? Donc, non, c'est bon, s'il te plaît, on est dans une émission sérieuse, on n'est pas en train de s'amuser là. Monsieur Cohen, pour Oui, clôturer, il n'y a pas d'intervenant ce soir, je suis désolé. d'accord. Euh, Non, est-ce que ça a à voir avec le fait que vous avez des problèmes avec StreamYard ou je sais pas quoi, non? non, non, pas du tout, non, Ah, ça non. n'a rien à Non. voir. Ah bon, d'accord, ok, Alors, d'accord. il y avait une question sur le chat, là, je vais vous la poser. Monsieur Cohen, le fichage des musulmans français Oui, demandé par le CRIF, oui. transféré par la DSCG. Vous en pensez quoi, Monsieur Cohen? Bon, ça fait partie du harcèlement. Voilà, bon, je sais pas, bon, j'ai pas envie de redévelopper ce problème. La communauté maghrébine, globalement, se trouve depuis 40 ans, aux prises avec une politique de harcèlement, d'humiliation, d'oppression. Donc, on cherche tous les moyens pour la contraindre. Voilà. Et ça fait partie. Voilà. Bon, ben, tant que les autres ne se réveilleront pas et ne s'uniront pas, bon, ben. Oui. Alors, petit mot sur la crise des agriculteurs, Monsieur Cohen, pour clôturer. Euh, Moi, je suis sidéré par, comment dire, l'incapacité des citoyens à, à se rebeller contre un pouvoir qu'ils estiment d'ailleurs injuste et dictatorial. Voilà. Et donc, en fait, moi, bon, malheureusement, vous savez, les agriculteurs, il y a 2 ans, vous vous souvenez, quand c'était Gabriel Attal, il était Premier ministre. Il avait fait une conférence d'ailleurs sur une botte de foin, vous vous souvenez, pour leur dire. Et malheureusement, ça, pour moi, le pouvoir est trop fort et les citoyens un peu trop cons. Voilà. Je suis désolé d'utiliser ce terme, mais c'est un peu ce que je pense des citoyens qui sont incapables de, de comprendre et de se révolter le moment venu. Je vais vous donner un exemple. Enfin, moi ça me. Enfin, je ne sais pas. OK, la majorité des citoyens savent, les agriculteurs d'ailleurs aussi, que la majorité des députés, mettons, se foutent de leur gueule. Voilà. Et ils vivent bien, ces députés, ces sénateurs, etc. OK. Et ils font semblant de s'étriper sur scène. Et puis voilà, ils se donnent en spectacle, mais ils se moquent du peuple. Bon, très bien. Mais quand il y a des élections, comment ça se fait que les électeurs, dans leur immense majorité, revotent pour les représentants de ces partis, qu'ils détestent, qu'ils méprisent? Et ça, pour moi, c'est le cœur du problème. Voilà. Le cœur du problème, c'est à mon avis 80% d'une population euh, sont asservis, mais volontairement. Ça veut dire ils acceptent d'être asservis et ils sont incapables de donner un coup de pied là où je pense à ceux qui le gouvernent, alors qu'on leur donne un bulletin pour le faire. Voilà, vous savez, imaginez la tête, imaginez par exemple les citoyens français comme les citoyens d'autres peuples, par exemple, en tout cas on parle des citoyens français, ils manquent d'imagination, enfin ceux qui votent, hein, ils manquent d'imagination, ils manquent
d'esprit de dérision, d'humour. Par exemple, moi, des fois, je rêve, je me dis, voilà, il y a des grands noms. Mettons par exemple Darmanin, Faure, Mélenchon, enfin, vous prenez une dizaine, d'accord? Imaginez si les citoyens les mettaient, par exemple, quand il y aura prochaines élections législatives, imaginez que les citoyens les mettent en 4e ou 5e position. Ça veut dire qu'ils ne sont plus éligibles au deuxième tour et leur carrière politique est finie. Parce que tu n'es pas élu au Parlement, ta carrière est finie. Et je me dis des fois, mais pourquoi ils ne le font pas, les citoyens français? Juste pour leur dire, vous voyez, on a compris, et on vous donne un coup de pied au cul, et allez vous faire foutre. Voilà. On en a marre de vos gueules. Disparaissez de la circulation. Eh bien, tant que les citoyens seront incapables, et à mon avis, ils ne le feront jamais parce que c'est dans la nature de l'humain d'être asservi. Vous savez, c'est la fameuse servitude volontaire. C'est pour ça d'ailleurs que l'élite, enfin, ils doivent se gondoler là-haut. Là. Ils boivent du champagne, ils mangent du caviar et des homards et ils se foutent de la gueule du peuple. Mais le peuple le sait. Et malheureusement, il est incapable de franchir ce pas et de dire je mets mon bulletin pour donner, pour, comment dire, faire mordre la poussière à tel et tel et tel. Je m'en fiche qu'ils soient de droite ou de gauche. C'est juste pour leur dire voilà ce qu'on pense des politiques. Voilà. Eh bien, le cinéma continuera. Pour moi, c'est un cirque, ce qui se passe entre les agriculteurs. C'est-à-dire, c'est un cirque dans le sens où, malheureusement, le peuple trinque, l'élite se gave au détriment du peuple, et le peuple, qui a les moyens d'envoyer balader ces types, ne le fait pas. C'est pour ça que pour moi, c'est un cirque. Voilà. Et Ouais. c'est très malheureux. Enfin, Mais j'en suis attristé parce que la France est en train de perdre son fleuron agricole. Enfin, c'est un drame. Moi qui ai connu, qui ai étudié la géographie, l'histoire de France au bac, etc., sur l'agriculture française et tout, ben c'est dramatique. Mais malheureusement, c'est pas seulement l'agriculture, c'est tout qui fout le camp. Mais voilà, les citoyens sont. Voilà, enfin, j'ai dit ce que ouais, j'avais à dire ouais, sur les ouais. Monsieur, citoyens. Monsieur Cohen, juste, on a un dernier intervenant avant de lui donner la parole. Est-ce que vous ne pensez pas que les Français, au lieu de faire la queue là, dans les embouteillages à cause des blocages qu'il y a eu dans certains péages, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils auraient dû se garer avec eux et, et vraiment bloquer complètement, hein, puisqu'à un moment donné, pour être vraiment solidaire de ces agriculteurs, il faut tous s'arrêter. Il faut tous s'arrêter. Oui, mais ils partent en week-end, ou bien Eh oui, c'est les vacances de Noël et tout ça, bien sûr. ils ont une sortie. Voilà, il faut qu'ils aillent au magasin, il faut qu'ils aillent faire des courses. Non, le drame vous savez, un jour j'ai dit, je ne sais pas où, le drame, c'est que les 2 tiers des Français vivent encore bien. Voilà. C'est-à-dire, ils ont des bagnoles, ils ont une bagnole ou deux, ils prennent des vacances, font des cadeaux aux enfants, ils se chauffent, ils ont un bon logement. Un tiers, ils vivent très mal, mais les 2 tiers s'en sortent. Voilà. Et, et ben, ils se disent finalement, on peut continuer comme ça. Voilà. Bon, ben, qui continue un peu. Moi, Très bien. On va donner la parole à Iron qui nous a rejoint. oui, Ouais, c'est Malcolm Attitude. Bonsoir, Monsieur Cohen. bonsoir. J'avais une petite question à vous poser très rapide. Oui. Je suppose que vous avez dû entendre parler de la fameuse proposition ou ultimatum de paix qui avait été fait par les conseillers de Witkoff là, entre le Maroc et l'Algérie. Ils avaient fait cela mi-octobre en disant qu'ils allaient régler ce problème en 60 jours. Bon, Et vous ça, savez, c'était Trump très a fait. Ah, favorablement, mais l'Algérie n'a jamais répondu. Qu'en pensez-vous? je ne sais pas si l'Algérie. À mon avis, ce genre de choses se passe en coulisses.
Donc, à mon avis, il se passe des choses en coulisses qu'on ne connaît pas. Et voilà, donc je ne pense pas que la situation doit bouger, mais on ne le sait pas. Voilà. Donc, il y a des négociations et un jour, on saura qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Excusez-moi, M. Cohen, on a eu une Oui. petite coupure, on n'a pas entendu complètement votre intervention. Désolé. Ah, là, mais la dernière, là? Ouais, juste là, ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que dans ce genre de situation, quand il y a une affaire aussi sensible, aussi importante et tout, les négociations ne se font pas au public. Il n'y a pas une délégation qui arrive avec les projecteurs et tout. Non, en général, elles se font dans la plus grande discrétion. Voilà. Donc, à mon avis, il y a des discussions qui se déroulent probablement à Washington, à Alger, à Rabat. Est-ce que vous pensez que l'Algérie va faire la paix avec le Maroc alors qu'il a normalisé et on sait très bien la relation qu'a l'Algérie avec Israël? Mais j'en sais rien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, peut-être que l'Algérie finira par se dire, si elle trouve une solution, comment dire, qui satisfasse en grande partie ses intérêts, trouve un compromis, je ne sais pas. Ça, c'est pas à moi de répondre à la place d'un gouvernement. L'Algérie a ses intérêts, l'Algérie a des relations avec plein de pays, elle doit tenir compte de ce que pense la Russie, la Chine, l'Amérique, la France, etc., de ce qu'on propose. Donc, je suis sûr qu'il y a aujourd'hui des choses qui se passent en coulisses qu'on ne connaît pas, nous. Et je pense, à mon avis, je pense que, vu la résolution du Conseil de sécurité, il est possible qu'on trouve un compromis dans quelques mois, un compromis que les deux parties pourraient accepter. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Ok, bah écoutez, on aura l'occasion d'en reparler ces D'accord. prochaines semaines. Très bien. Voilà, merci à Ben, toi. Merci à vous. bonne Merci. soirée alors. Voilà, merci à vous, M. Cohen, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Et joyeux Noël. Ouais, bonne fête à tous. Ouais. Les amis, merci à tous et toutes et tous d'avoir participé au live. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Altitude, comme d'habitude, pour revoir en replay. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.